La charte, elle a plusieurs sources d'inspiration. Elle n'a pas été créée ex nihilo, à partir de rien. Il faut le dire, il y a plusieurs sources d'inspiration, aussi bien des textes internationaux que des textes régionaux, qui tous protègent les droits de l'homme, etc. Mais aussi, c'est vrai, il y a des sources textuelles, internationaux, déclaration universelle, charte internationale. Charte internationale, dans la terminologie, c'est déclaration universelle des droits de l'homme, plus pacte international relatif aux droits civils et politiques, plus pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, culturels. Ce package constitue, ça, la charte internationale. Et évidemment que, en créant la charte, ce sont les sources d'inspiration textuelle. Mais il y a une source d'inspiration que l'on oublie souvent. Ce sont les traditions juridiques africaines, monsieur le professeur. Les traditions juridiques africaines. Je ne sais pas combien de temps il me reste parce que John, est-ce que je suis dans le temps? Oh, c'est magnifique. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un débat aussi. Ici. Les traditions juridiques africaines. Au moment de créer, il y a eu 2 réunions préparatoires à Dakar ici. Avant la création de la charte. Et le président Léopold Senghor est venu à chacune de ces réunions. Il y avait des experts de très haut niveau pour créer cette charte. Et le président Léopold Senghor, dans son discours, il a dit, mais il faut s'inspirer aussi des traditions juridiques africaines. Il a même dit des valeurs sublimes de l'Afrique, des valeurs les plus belles du continent africain. Parce qu'il disait, nous avons des valeurs qui doivent féconder, qui doivent féconder le monde. Parce qu'il était là, il s'est inspiré du père Teilhard de Chardin. Et le révérend père Teilhard de Chardin, qui disait, le monde, tout ce qui montre converge. Le monde va vers l'universel. Nous allons vers le rendez-vous de l'universel. Et le président Père disait, à ce rendez-vous de l'universel, l'Afrique doit venir avec ses plus belles valeurs. Donc, je tenais à ce point important, ce sont les traditions juridiques africaines. Tout instrument régional ou international a une conception, notamment en droit international. On doit savoir ici que la charte africaine a une conception extensive des droits de l'homme. La conception du terme droit de l'homme dans la charte africaine, elle est extensive. C'est ce qui la distingue. Oui, c'est pas du copier-coller, la charte africaine. C'est un peu ce que je suis en train d'expliquer, de démontrer. Il y a des traditions juridiques africaines, oh là là, l'état de mon téléphone, il y a des traditions juridiques africaines, mais il y a aussi une conception qui, elle, est extensive des droits de l'homme. Ce qui va la différencier des autres conventions. Ce qui va faire une distinction avec les autres conventions. Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est
une conception extensive. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Oui. Très grand journaliste. Selon moi, une conception extensive, ça dit que elle ne se base pas sur les priorités qui existent déjà en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'homme comme évités par les structures occidentales, mais il peut s'inspirer aussi, s'inspirer des traditions coutumières africaines pour dire le droit, pour en tout cas pour dire les droits de l'homme. C'est ça que c'est mon idée comme ça. Absolument. Absolument. Vous savez, l'Afrique a été traversée par beaucoup de courants. Vous êtes du Niger, vous êtes aux portes du Sahara, il y a des apports. On a un fameux historien, il s'appelle professeur Mamadou Diouf, qui intervient à Columbia University. Parlant de la culture sénégalaise, il dit, mais au fond, c'est une culture conflit, c'est une culture tension. Pourquoi? Parce qu'il dit, professeur Mamadou Diouf, il y a plusieurs strates dans la culture sénégalaise. Il y a plusieurs apports. L'apport arabo-berbère, l'apport occidental, et l'apport, ce que le professeur a appelé négro-africain. Et on retrouve ça dans la charte. Et par ailleurs, cette charte, elle va inclure aussi plusieurs catégories de droits. Plusieurs générations de droits. La première génération des droits, c'est ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Vous les trouvez dans la charte. Article 1 à 18. Je parle sous le contrôle du président là. Pas sous le contrôle des commissaires. Moi, j'ai 2 commissaires qui sont à côté de moi. Article 1 à 18, ce sont les droits civils et politiques. Je crois qu'il y a 54 articles. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il y a 54 articles. Hein? Alors que la Déclaration universelle n'en compte que 30. Les 17 premiers articles sont la première génération des droits civils et politiques. Ensuite, vous avez la deuxième génération de droits, les droits économiques, sociaux et culturels. Deuxième génération. Et troisième catégorie de droits, alors, certains disent le droit au développement. Certains disent le droit au développement. Mais en réalité, c'est pas le droit au développement. C'est le droit des peuples. C'est pour ça que vous allez retrouver là-dedans, Madame Dabo, vous allez retrouver Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est pas Charte africaine des droits de l'homme, point. C'est Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vais laisser peut-être un peu de temps au débat. Voilà. Mais avant de terminer, là, j'aimerais bien que vous puissiez partir aussi avec les autres instruments. John, j'aimerais terminer sur les autres instruments pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que l'on puisse pas penser que le système africain des droits de l'homme, c'est seulement la charte. La charte en est pilier. Et là, d'autres conventions. Alors ici, charte, convention, protocole sont des homonymes. Il y a une homonymie entre les conventions, les chartes et les protocoles. Pas ici se mettre à couper les cheveux en 4. Hein? C'est-à-dire que d'autres conventions, chartes et protocoles ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, puis de l'UA, et qui portent de manière directe ou indirecte sur la promotion
et la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. Je vous ai cité 6 dates, et que vous puissiez noter que il y a la convention de l'OUA régissant les actes propres au problème des réfugiés en Afrique. On a un grand spécialiste des réfugiés, c'est mon ami et frère Sadir Niass. Un jour, je cherchais le protocole de Kampala. Tu te souviens, Sadir? Je l'ai cherché à Dakar parce que c'est pas ma spécialité. Et j'ai été te dénicher et tu m'as donné le protocole de Kampala. Mais là, ce texte-là, c'est-à-dire que c'est le texte de 1969. C'est pas Kampala. Hein? Et entre en force, ce président, en 1974. Ensuite, deuxième instrument de protection, c'est la charte africaine. Vous avez dit dans votre exposé qu'à Belém, le multilatéralisme est mis en mal. Et vous avez renché dans le droit international se forme au Conseil de sécurité. Je note que le droit international se forme entre les États. Et au Conseil de sécurité, c'est le droit dérivé. Donc, les États ont déjà créé le droit par le traité. Mais la question, c'est lorsque vous avez parlé de l'érection d'un système supranational. Un système supranational, vous ne nous avez pas dit comment nous allons y arriver. Dès lors qu'on a un mécanisme que vous avez salué vous-même qui est la Cour, mais vous nous dites que nous pouvons être en sécurité, ou les défenseurs ou les autres peuvent être en sécurité si les États créent un système supranational. Comment y arriver? Il est extrêmement important, je pense aussi, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, qu'on puisse réviser l'histoire, connaître un peu notre histoire. Et la question que je vais poser, monsieur le professeur, c'est, vous avez effectivement parlé du rôle joué par notamment le président Léopold Sédar Senghor, en évoquant également quelques figures emblématiques, n'est-ce pas, de l'histoire des droits de l'homme du Sénégal avec Kibambaye et Youssoupha Ndiaye. Mais qu'en est-il de la société civile africaine? Quel rôle la société civile africaine a joué, n'est-ce pas, dans cette construction, n'est-ce pas, de notre système africain? Et entre autres, n'est-ce pas, éventuellement des figures de proue de la société civile féminine africaine. Et là, je voudrais aussi dire que c'est important dans nos pays respectifs qu'on puisse voir également quel est le rôle des femmes ont joué dans notre histoire, dans nos pays, parce qu'il y a des femmes quand même, qui se sont battues, qui ont été vraiment des défenseurs des droits de l'homme, si je peux le dire de cette manière, dans nos cultures africaines, dans notre histoire africaine. C'est important également qu'on essaie de réviser ça. Merci. Considérant sa préoccupation concernant la nécessité d'avoir un cadre africain ou un institut, juste pour l'informer que c'est en cours. Il y avait eu l'initiative de l'Union africaine de mettre en place le Pan-African Human Rights Institute, mais comme il y a eu comme un gel de création de nouveaux organes ou institutions, des discussions étaient en cours pour voir si cet institut devait s'intégrer dans l'un ou l'autre des organes de l'Union africaine qui sont déjà existants, à savoir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ou bien le Pan-African, l'Université panafricaine. Au cours du mois de septembre, un consensus a été comment je vais dire ça? Il y a eu un consensus entre l'université et la commission d'être comme des co-hosts de cet institut. Donc il a été décidé que ça sera comme un satellite campus à l'intérieur de Pan-African University Institute of Governance, Humanity and Social Science, qui se trouve au Cameroun. Donc cet institut, justement, va essayer de mettre un peu plus en exergue tout ce qui est human rights. Donc créer un pinnacle post-grad degree, master et dans le futur PhD. Continuer à faire des recherches, des études, tout ça.
Et la Commission africaine sera aussi impliquée, parce qu'elle a plus, disons qu'elle est le gardien, si on peut dire, de l'histoire des droits de l'homme et de la jurisprudence. Donc c'est en cours. On y a pensé, donc c'est en cours juste pour vous rassurer qu'on y pense. Et ça sera un début. Si dans le futur, les universités nationales peuvent aussi introduire cela dans leur curricula, ça sera le bienvenu. Au niveau de l'Union africaine, c'est déjà en train de se faire. Merci. Thank you, moderator. Professor Fall, thank you very much for the wisdom. I always tell people that we are very much privileged when we still have opportunities to listen to such people when they are still living. If you could allow me just a second. Recently we lost a profound, renowned Professor Hans Nguli. He used to teach us at University of Pretoria. So I used to tell people, please tap on his wisdom before he retires. Now when he died, they were asking anybody who could have recorded one of his lectures, either in communities. I managed to have some recordings. I produced them, although it was not a legal thing to document it. But now it is being played in his honor. So I keep saying we are very much privileged. Thank you very much for that history. In relation to Prof. From Cameroon, yeah, what we were talking about, and listening to Esther, still you could feel that, yeah, we are still laboring to explain why the African instruments, why the African human rights system cannot get down to the people we want. Listening to Esther, you could hear, you know, we are trying this, we are doing this, it is in process, in the future. But as you mentioned, the Confucius centers, they come today in one of the universities. These are Chinese institutions. In 1 month, they have recruited people. In next month, the subjects are already aligned, the modules are already aligned in the university. In a year, people are graduating in Chinese, and they know all about China. But for us, it is go here, go there. So I think we need, as we mentioned, we have many lawyers in this room. If one of us can tell me where we started in a legal class, where we had the modules on African Union system, at least with the UN, you could go into the international humanitarian law, the refugee law, you know, but African human rights system, none. You talk to students about African Commission, they say, eh, what? The other day we were asking them, where is the African Commission seat located? They said, Addis Ababa. Another one said, oh wait, was it changed from Lusaka? I said, which AU agency is sitting in Lusaka? So that tells us where exactly we are in terms of our, you know, uplifting our systems. But if we can, as we are legal, you know, brains in this room, teachers, professors, and also advocates at the global, I mean at the community level, we need to disseminate this information. And if you look at the Latin America, you look at Asian human rights systems, I think African human rights system is well developed. In almost every circle, we have either declaration, a protocol, a treaty, but when it comes to getting down to the ground, I think this is where we have the challenge. And having LFLD bringing all of us, from professors to some of us who are still, you know, upcoming, hopefully one time will be like professors. For me, it is a good initiative that we should all take in order to make reality of what the forefathers, you know, envisioned about the Africa we want. Ici, à Dakar, pas loin d'ici, à quelques encablures, vous traversez cette avenue, l'avenue Cheikh Anta Diop, vous entrez à l'université Cheikh Anta Diop, vous avez un institut des droits de l'homme et de la paix, que Madame la Présidente du CNDH
a présidé pendant longtemps, avec le professeur Maud, avec etc., d'éminents sommités. Alors, il y a plusieurs instituts sur le continent. C'est un problème. Et moi, je suis membre du conseil scientifique d'un institut qui est à Rabat, au Maroc. C'est aussi chargé de faire des formations. Nous y avons fait des formations. J'y étais, Nagy aussi, etc. Mais aujourd'hui, j'ai dit au début que le programme que nous soumet le réseau est plus complet que ce que nous avons fait à l'Institut de Strasbourg. Aujourd'hui, la référence est l'Institut de Strasbourg. L'une des références. Mais heureusement, nous avons l'Institut de Pretoria. Avec le professeur Franck, on a eu le professeur Franck. Avec le commissaire Berceau. Pour l'énorme travail de documentation qui s'est fait. Donc je pense que je prends acte des informations d'Estelle, qui a une opinion plus informée que la mienne, je n'avais pas assez de précision, mais c'est de dire qu'on a travaillé au niveau de l'Union africaine sur cette question. Mais les choses sont lentes au niveau de l'Union africaine, très lentes. Le processus de décision est très lent. Mais je dis que sur le continent, on a des instituts qui fonctionnent. L'Institut de Dakar, il est connu. Jusqu'à Niamey. À Ouaga. Dans la sous-région. L'Institut de Pretoria est très connu. Jusqu'à la Commission africaine. Puisque la force de l'Institut de Pretoria, c'est qu'il vient aux sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils ont pratiquement publié toutes les décisions de la Commission. Aujourd'hui, je suis content et heureux de voir que mon frère, le commissaire Berceau, dispense des enseignements au niveau de l'Institut de Strasbourg. C'est une avancée. Mais l'UA est... Il faut être très patient sur les décisions de l'Union africaine. Mais je pense qu'il y a des instituts qui, au niveau sous-régional, par contre, au niveau sous-régional, l'Institut de Rabat a formé des formateurs d'Afrique du Nord. En effet, une formation de l'Institut de Pretoria également, l'Institut de Dakar aussi. Le Centre africain pour la démocratie et les études, dont je suis le vice-président, a formé celles et ceux qui nous invitent aujourd'hui. Celles et ceux qui nous invitent aujourd'hui sont sortis du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme. Donc, il y a des pôles au niveau régional, mais il n'y a pas une fêtière. Voyez-vous? Et ça, c'est l'Union africaine qui peut le faire. Avec la Cour, je pense. Mais on va bientôt fêter, la Cour va organiser très bientôt son anniversaire. J'espère qu'à Arusha, on pourra y parler. Pour ça, merci infiniment pour la précision. Effectivement, c'est le droit d'y arriver. Mais lorsque je parlais de Belém, c'était pour dire que le droit international aujourd'hui, le multilatéralisme est massacré. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est une réalité. Les nations, et notamment les nations développées, États-Unis d'Amérique, Union européenne, Russie, Chine, également certains États du Sud global, ont tendance aujourd'hui à quitter comment dirais-je, à ne plus, au fond, renforcer ce système onusien, à l'affaiblir. Et ça, c'est un danger pour la paix. C'est très simple. Les Nations Unies, l'Union européenne ont été... Moi, je suis l'étudiant au prof Charles Zambib, qui a été mon directeur de thèse, qui a été mon patron. Charles Zambib nous disait
tant que doctorant, mais le jour où on affaiblira le système onusien, il y a un risque de guerre. D'ailleurs, le premier ouvrage sur le risque de guerre a été signé par Charles. Aujourd'hui, il y a un véritable risque de guerre. Parce que le nationalisme a conduit à la guerre. Ne l'oublions pas. Et si l'Union européenne a été portée sur les fonds baptismaux, c'était précisément parce qu'on sortait des deux guerres mondiales. Et que la thèse qui prévalait, c'était que l'intégration permettait précisément d'éviter la guerre. Aujourd'hui, il y a réellement un risque de guerre. Cher Amadou, j'ai toujours la charte avec moi, par devers moi, pardon. Et je voudrais citer ici, j'ai dit qu'il y a 54 articles, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Effectivement, je pense que, oui, c'est ça. Il y en a 54, non, 56. 56, mais ce sont les notifications. Est-ce que les avis consultatifs et les notifications? Bon, en tout cas, 56. Et, justement, j'ai cherché, cher Amadou, ce que le président Senghor appelait les apports fécondants. Les apports fécondants, l'africanité, qu'il définissait comme l'ensemble des valeurs de l'Afrique, et les valeurs positives. Positives. J'ai le texte de la Cour, j'ai la charte africaine, voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, si les organisateurs vous ont donné la charte, mais il me semble important que vous l'ayez par devers vous. L'une des dispositions les plus importantes, vous savez, la charte parle des droits et des devoirs. Les droits et les devoirs. D'abord ça, c'est-à-dire que la charte africaine parle des droits et des devoirs. J'aimerais avoir ici, qu'on me cite, pour ma culture personnelle, une convention, une charte où il y a précisément une partie consacrée aux droits et une partie consacrée aux devoirs. Et vous allez à l'article 27, chapitre 2 de la charte, consacré aux devoirs. Je cite, alinéa 1, chaque individu a des droits envers la famille et la société, envers l'État. L'article 27, alinéa 1, dit, je cite, chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale. Ça, c'est un apport sans conteste. L'article 29, alinéa 1, n'est-ce pas? L'individu a entre autres le devoir, premièrement, de préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité. Le professeur Lungu parlait du protocole sur les personnes âgées que porte Madame la juge à Beaumont. Précisément, c'est sorti des flancs, ça, de l'article 29. Parce que la particularité, ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas eu le temps de le dire, la particularité de la charte, c'est que vous pouvez, à partir de la charte, créer des protocoles additionnels. Une fois qu'ils sont adoptés, ils ne sont plus additionnels. Et Maputo, c'est ça. Le protocole sur les personnes âgées, également.